Bonjour tout le monde. Merci d'être venu cette série, à cette série de conférences donc, sur les réseaux communautaires en Afrique. Un certain nombre de conférences se sont passées sur divers thèmes. Aujourd'hui, nous vous invitons donc à un séminaire sur le thème de l'utilisation des réseaux communautaires pour compléter le défi d'accès en Afrique francophone. Euh, Nous espérons que vous passerez une bonne session avec nous. Pour introduire la session, donc, je vais me présenter à vous. Je suis Jean-Baptiste, votre modérateur. Je travaille pour Internet Society et je suis expert en technologie et développement de l'Internet. Je suis en charge de l'Afrique essentiellement. Je m'occupe du développement des points d'échange, du développement des communautés techniques, mais essentiellement aussi, et bien sûr, de tout ce qui est développement autour des réseaux communautaires. Les objectifs de la session de ce jour, nous allons donc discuter sur comment on peut utiliser les réseaux communautaires pour réduire la fracture numérique. Et pour cela, nous allons, dans un premier temps, vous présenter ce que c'est que les réseaux communautaires. Nous allons aussi tenter d'expliquer avec les panélistes comment les réseaux communautaires peuvent être utilisés comme alternative pour améliorer l'accès. Par la suite, avec d'autres panélistes, nous allons aussi partager les expériences de réseaux communautaires réussis dans d'autres pays sur le continent. Et nous allons voir comment les créer, mais aussi passer en revue les différents problèmes auxquels on peut faire face, comment ces problèmes ont pu être résolus dans d'autres régions. Avec nous aujourd'hui, donc nos panélistes aujourd'hui, nous avons Jean-Louis Fendi. Nous aurons l'occasion de le présenter bientôt. Il nous vient du Cameroun. Il est enseignant-chercheur, il nous vient du Cameroun. Nous avons aussi Chako Arba, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Et il nous partagera aussi son expérience dans la gestion des réseaux communautaires. En plus de Chako Arma, nous avons aussi, toujours du Congo démocratique, nous avons Patrick Diamungu, qui a aussi une grosse expérience dans le développement et la gestion de solutions d'accès via les réseaux communautaires, qui va aussi nous entretenir et partager son expérience. Vers la fin de notre communication, nous allons faire appel à Tiani Mahamat Adoum Tiat et Keita Aboubakar de la République de Guinée, qui vont nous partager des expériences en cours, lesquelles ils travaillent à développer les réseaux communautaires dans les pays respectifs. Bien sûr, nous aurons une session de
questions-réponses et nous allons aussi donc pour pouvoir échanger ensemble. Avant toute chose, quelques règles de gestion de la session virtuelle. Donc, comme vous le savez, cette session est enregistrée et disponible sur Facebook, Twitter et d'autres outils de diffusion en live. Et nous demandons aussi que pour une bonne session, que vous puissiez, lorsque la parole vous sera donnée, de vous adresser à l'auditoire avec respect et avec toutes les bonnes choses qui s'y. Lorsque aussi vous allez demander à poser des questions ou à parler, nous vous demandons d'être bref pour nous permettre donc de donner la parole au maximum de personnes et d'avoir une discussion intéressante. Et aussi, pour vous présenter, lorsque le moment se présentera à vous, donc utilisez le format indiqué ici, votre nom et votre pays, qui permettent donc de mieux vous connaître et de savoir d'où. Enfin, nous vous invitons à vous familiariser avec le code de conduite de Internet Society dans le cadre d'ensemble de nos activités. Donc, les hashtags pour suivre l'événement en ligne, donc, vous avez ici présenté, donc, Community Network Switch It On. Et nous souhaitons aussi vous dire que grâce à nos partenaires, vous avez donc ici la traduction disponible en anglais. La session sera entièrement en français, mais nous vous invitons donc, pour ceux qui sont en pays anglophones ou anglophones, de pouvoir ensuite se mettre sur le canal d'interprétation en anglais. Nous avons aussi donc des textes écrits qui vous permettent aussi de suivre lorsque nécessaire. Vous avez aussi une zone pour discuter, donc une zone de chat que vous voyez donc marquée en rouge sur les slides ici. Et par contre, pour poser les questions, nous vous invitons donc à aller dans la zone de questions-réponses qui est aussi en rouge. Donc, évitez de poser les questions dans la zone de chat, donc posez-les au bon endroit pour une bonne coordination. Donc, voilà, merci pour, en tout cas, avoir suivi les règles de séance. Donc, nous allons aller dans notre première discussion avec Jean-Louis. Jean-Louis est enseignant-chercheur à l'Université de Ngaoundéré. Il a une grande expérience dans la problématique des réseaux communautaires en tant que chercheur, mais aussi en tant que praticien. Il est aussi directeur de la recherche à Afro Leadership. En ce sens, j'invite Jean-Louis à nous faire une introduction des réseaux communautaires de façon résumée en une dizaine de minutes, mais aussi de mettre en lumière l'ensemble des grosses problématiques auxquelles il a pu faire face et qui pourraient alimenter la discussion. Jean-Louis, si tu es prêt, donc le micro. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc c'est déjà une grande joie de pouvoir participer à cette session. Et en tant que membre aussi du comité de programme sur le sommet sur les réseaux communautaires en Afrique, c'est réellement une grande joie d'avoir une session en français et ciblant particulièrement les pays francophones d'Afrique. Donc, mes propos vont tourner autour de 4 points principaux. Déjà, c'est quoi un réseau communautaire, le pourquoi des réseaux communautaires, le comment des réseaux communautaires. Et puis, je vais chuter sur les obstacles dont ces réseaux font généralement face. Donc, lorsqu'on prend le terme réseau communautaire,
en fait, l'expression réseau communautaire, nous voyons à l'intérieur deux thèmes. Déjà, le thème réseau et le thème communautaire. Donc, communauté, c'est lié à la communauté. Ça décrit un ensemble de personnes dans un espace géographique bien limité, un ensemble de personnes qui partagent certaines caractéristiques, mais qui partagent également certains défis à relever. Donc, et lorsque nous parlons de réseau, c'est un ensemble d'éléments qui sont connectés. Et réseau communautaire, ici, maintenant, c'est simplement un ensemble de personnes dans un espace géographique assez limité qui sont connectées en vue d'avoir l'information utile pour la résolution de leurs problèmes quotidiens. Donc, de façon un peu plus concise, nous allons, et vous allez voir cette définition un peu partout, en fait, c'est un réseau qui est construit ou qui est pensé par la communauté et pour la communauté afin de pouvoir véritablement l'aider à résoudre certains problèmes assez pressants dans la communauté. Donc, c'est différent d'un réseau monté par un opérateur parce que l'opérateur, généralement, lui ne sait pas, en fait, il a un accent porté vers le profit, alors que dans le réseau communautaire, c'est véritablement porté vers le social, aider véritablement la communauté à pouvoir se développer. Donc, le pourquoi des réseaux communautaires, pour le pourquoi des réseaux communautaires, je vais prendre 4 points. Donc, le premier point déjà, c'est pouvoir pallier le faible pourcentage de pénétration d'Internet en Afrique. Donc, actuellement, nous sommes à 32,8% d'après les chiffres de l'Union internationale des télécommunications. Ça, c'était en 2021. Mais lorsqu'on regarde 32,8% et on regarde 60% en moyenne mondiale, on se rend compte que ça à peine si nous atteignons la moitié de la pénétration moyenne mondiale. Donc, il y a vraiment un travail à faire et le travail se situe particulièrement dans les zones qui sont difficilement accessibles, particulièrement les zones rurales. Donc, et pourquoi ces zones ne sont pas connectées? C'est simplement parce que les opérateurs de télécommunications n'ont aucune assurance d'un retour sur investissement en connectant ces zones. Donc, et du coup, ces zones ne sont pas réellement connectées. Donc, ça, c'est un point. De l'autre côté, maintenant, pourquoi ces zones ne sont pas aussi connectées? C'est au niveau du coût. Donc, le coût qui est relativement élevé pour l'accès réellement à Internet. Donc, dans une étude de l'Alliance for Affordable Internet, effectuée en 2017, dans le top 20 des pays dont le coût d'accès à Internet comparé au revenu national brut par habitant était le plus élevé. Dans le top 20% des pays avec un pourcentage le plus élevé, on retrouvait 15 pays africains. Donc, dit en fait que, ça traduit en fait le fait que le coût actuellement d'accès à Internet est encore véritablement élevé, ce qui fait en sorte que pour beaucoup, c'est assez difficile de pouvoir s'offrir un accès à Internet. Donc, pourquoi nous devons donc connecter ces zones? Donc, le premier point, c'est bien pour pallier la faible pénétration. Le deuxième point, c'est parce que ces zones constituent actuellement le lieu où sont exécutés, en fait, elles représentent les lieux où sont exécutés la plupart des activités qui sont contenues dans les politiques d'émergence des pays en Afrique francophone. Donc, si je prends par exemple le cas du Cameroun, et je crois que c'est le cas également de d'autres pays, il y a un accent par exemple qui est mis dans l'agriculture, mais l'agriculture n'est pas exécutée dans les zones urbaines, c'est dans les zones rurales qu'on peut véritablement faire une agriculture réellement poussée ou à grande échelle. Donc, et connecter ces zones vont nous permettre d'avoir l'information utile pour permettre d'améliorer ces activités qui sont effectuées dans ces zones. Donc, l'autre point également, pourquoi on doit également connecter toujours ces zones, c'est l'appui à la stratégie de digitalisation nationale. Lorsqu'on regarde la plupart des pays, ils ont pensé actuellement une stratégie de digitalisation, mais la digitalisation, c'est quoi? C'est offrir un service en ligne, un service qui est en présentiel en ligne. Si on prend par exemple le cas du e-government, mais celui qui est dans une ville ou qui peut facilement se retrouver dans un bureau, dans une administration pour avoir le service,
et comparé à celui qui est dans une zone rurale où il faut parcourir peut-être 20 km d'une route très boueuse pour accéder aux services. Donc, c'est celui qui est dans la zone rurale qui a réellement besoin d'accéder pour faciliter réellement l'accès aux services du gouvernement. Donc, le troisième point, c'est réellement appuyer donc, la stratégie de digitalisation nationale. Le dernier point, qui n'est pas toujours très visible pour le moment, généralement on en parle, donc c'est faciliter la production et la diffusion des données et des contenus locaux. Généralement on en parle, mais il y a un aspect très important derrière, c'est celui de notre identité et de nos cultures qui doivent être préservées. Donc, parce que la plupart, ça court réellement un grand risque de disparition. Si je prends le cas simplement des langues, combien de langues aujourd'hui, nos langues maternelles, sont encore véritablement parlées, particulièrement par la jeunesse? Donc, nous avons pas mal d'éléments culturels qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que ces éléments ne sont pas digitalisés. Et le comble, en fait, c'est qu'on a un manque de données qui pouvaient être utilisées par l'intelligence artificielle pour permettre d'améliorer nos conditions ou de résoudre assez facilement certains de nos challenges. Donc, nous avons besoin également de connecter ces zones afin de pouvoir réellement produire les données et les contenus locaux et diffuser également ces données et ces contenus locaux afin que notre représentation sur le plan digital soit plus en fait, équitable. Donc, maintenant, comment connecter ces réseaux? Actuellement, lorsqu'on compare ces réseaux avec les réseaux de télécommunications traditionnels, en fait, les réseaux des opérateurs commerciaux, les technologies qui sont utilisées sont généralement les technologies qui sont bon marché dans les réseaux communautaires. Donc, ce sont les technologies qui vont être, en fait, qui vont dépendre, par exemple, du Wi-Fi, par exemple. Donc, le Wi-Fi aujourd'hui, c'est plusieurs, on a la possibilité d'avoir des communications de point à point sur plusieurs dizaines de kilomètres. On a la possibilité également d'avoir facilement accès au travers des smartphones qui connaissent également une certaine croissance, une certaine pénétration dans ces zones, en fait, que ce soit sur le plan national ou que ce soit particulièrement dans les zones rurales, on voit quand même une certaine croissance dans la pénétration des smartphones dans ces zones. Donc, si on a un réseau basé, par exemple, sur le Wi-Fi, ce sera plus facilement accessible. Nous avons d'autres technologies également, comme par exemple les technologies qui sont basées sur le TV White Space. En fait, ce sont les fréquences normalement réservées aux télévisions, mais qui sont pas qui sont plus réellement utilisées et particulièrement dans les zones rurales, ces fréquences sont pratiquement non utilisées. Donc, il y a également les technologies qui sont basées sur le TV White Space pour permettre de connecter ces zones. Et il y a également d'autres technologies qui sont basées sur les nouvelles véritablement low cost pour permettre également à des personnes d'avoir de pouvoir communiquer au moyen de petits réseaux GSM dans de petites localités. Donc, tous ces éléments ont permis de favoriser l'expansion des réseaux communautaires, mais particulièrement dans la plupart des temps, dans les pays anglo-saxons. Donc, dans les pays francophones, ce n'est pas encore véritablement ça. Donc, s'il faille revenir maintenant sur les obstacles, avant de terminer mon propos, donc, pour les obstacles, je vais citer 5 points. Donc, le premier point, c'est le manque d'information. Le manque d'information, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas réellement connaissance des réseaux communautaires. Je prends le cas, par exemple, du Cameroun. C'est jusqu'à très récemment que, au travers des ateliers, des séminaires, etc., que les personnes ont pris vraiment connaissance de l'existence de ce type de réseau. Donc, et c'est le pourquoi de cette question, pour vraiment passer le mot, pour permettre de vulgariser également ce type de réseau. Donc, le deuxième obstacle, c'est le manque de vision. Donc, on peut avoir connaissance de ce type de réseau, mais on n'a pas véritablement une certaine vision pour permettre le déploiement de ce type de réseau. Donc, mais lorsqu'on a la vision,
Le troisième obstacle qui peut se présenter, c'est le manque d'accompagnement à la fois sur le plan technique et sur le plan financier. Parce que sur le plan technique, ce type de réseau, ça marche pas comme un certain appui. Lorsqu'on regarde la plupart des réseaux communautaires qui ont été déployés, il y a quand même une assistance de certaines personnes qui avaient une petite expertise dessus et qui l'ont également transmise à la communauté pour que la communauté puisse devenir autonome jusqu'à un certain niveau. Donc, l'accompagnement financier, c'est un réseau avant tout et ça nécessite réellement des fonds, même si ce ne sera pas le même coût qu'installer par exemple une BTS d'un opérateur dans la zone, mais ça va quand même nécessiter certains fonds. Donc, le troisième obstacle, c'est la disponibilité des équipements. Donc, dans la plupart des pays, je vais prendre encore le cas par exemple du Cameroun, on a Jean-Louis, oui. Jean-Louis, est-ce que tu peux un peu peut-être conclure cette partie comme on aura l'occasion sûrement de revenir. C'est juste un dernier point. C'est juste un dernier point, c'est terminé. Donc, je m'allais dans la disponibilité toujours garantie. Et puis, le cadre réglementaire qui ne prend pas encore en compte ce type de réseau dans la plupart des pays en Afrique. Donc, heureusement, nous avons un projet sur lequel nous travaillons actuellement avec APC, Association for Progressive Communication, qu'on va bientôt terminer. Je suis très content de voir qu'il y a des membres du chapitre du Gabon, du chapitre également de Guinée qui sont dans cette session. Donc, lorsque ce sera terminé, on va également partager les résultats sur le cadre réglementaire pour les pays en Afrique francophone. Donc, je veux juste m'arrêter là. C'était les quelques points que j'avais notés pour cette première intervention. Donc, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, on sait que tu es enseignant et que généralement, c'est difficile d'arrêter les enseignants lorsqu'ils sont lancés. En tout cas, merci de nous avoir fait une belle introduction de la problématique des réseaux communautaires, de nous avoir partagé aussi les technologies utilisées un peu partout dans le monde pour déployer ce type de réseau. Et aussi d'avoir présenté aussi les challenges en termes de manque d'information, de problèmes de régulation qui peuvent arriver. Merci pour cette belle introduction. Pour la suite de nos échanges, donc, je vais faire maintenant appel à deux panélistes, deux experts de façon pratique dans la réalisation et la gestion des réseaux communautaires. Donc, je vais ici demander à Patrick donc, de nous faire aujourd'hui la situation de ce qu'ils ont pu faire comme réalisation en République démocratique du Congo avec la différence de Janet. Donc, à la suite de Patrick, donc, Chako va encore nous étayer plus en détail dans les aspects opérationnels de la gestion de ce type de réseau. Donc, Patrick, à toi pour faire ta communication. Alors, au cas où Patrick aurait des difficultés, Chako, si tu es en ligne avec nous, donc si tu peux donc brosser les deux aspects en tenant compte de la partie que Patrick devait couvrir. Chako? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Chako Armand. Je suis Head of Project au sein de La Différence et je manage le projet de notre réseau communautaire Pamodjanet depuis 2019. Alors, si je veux parler brièvement de Pamodjanet, c'est un réseau communautaire qui a été créé en 2017. C'était sur demande du représentant légal d'une île appelée île d'Idjui. C'est dans la province du Sud Kivu, dans la partie est de la RDC. Et l'île a été choisie puisque c'est une région plus ou moins stable et calme, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Et nous avons eu l'idée de pouvoir créer ces réseaux communautaires puisque le représentant légal, comme j'ai dit, de l'île, qu'on appelle Mwami, qui en swahili, ça veut dire roi, il a observé qu'il y avait beaucoup d'exodes au niveau des jeunes qui ne voulaient pas rester sur l'île après leurs études.
parce que la plupart de ces jeunes universitaires allaient continuer les études soit dans la ville de Bukavu ou de Goma et ne voulaient pas revenir après, puisque selon le représentant légal, il n'y avait pas assez de motivation. Alors, le MOAMI a demandé à ce qu'il y ait un réseau communautaire avec l'accès à l'Internet. Le MOAMI a pensé que ce serait une très bonne chose de pouvoir motiver la jeunesse de rester et de construire leur île, leur communauté. C'est ainsi qu'en 2017, le réseau communautaire Pamojanet a vu le jour. Pamoja qui veut dire ensemble, donc si on peut dire together, c'est l'idée de mettre ensemble toute une communauté afin de pallier à certaines difficultés qui sont liées à la publicité de l'île, au marketing, aux activités qui sont faites sur le terrain et qui ne sont pas connues du monde, notamment la production du café. Et nous avons commencé à travailler en collaboration avec la communauté locale. Nous avons installé nos mâts, nos antennes. Nous avons installé un comité de gestion avec les habitants au niveau de l'île. Et ensemble, nous avons construit également avec l'appui de ISOC, mais aussi de APC, un digital center, des kiosques où les gens peuvent venir et se connecter. Je pense que tout au long de notre webinaire, on aura à répondre à certaines de vos questions. Mais si moi, j'essaie de définir le réseau communautaire en se basant sur l'expérience que nous avons avec Pamojanet, d'abord, nous savons qu'un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés ensemble pour échanger des informations. Et c'est avec cette logique-là que nous avons installé plusieurs antennes, plusieurs mâts avec des équipements appropriés pour distribuer la connexion sur l'île. Mais aussi, nous avons songé à la communauté parce que nous nous sommes dit que ça ne va servir à rien d'installer la connexion dans un village parce que pratiquement l'île d'Idjouи est composée des villageois, mais les gens ne savent pas comment l'utiliser. Et c'est là où l'approche communautaire a plus pris le devant que l'approche informatique. Nous avons réfléchi sur des formations, particulièrement sur les femmes, comment pouvoir les intégrer dans ce que nous faisons. Nous avons aussi réfléchi sur l'expansion du réseau communautaire et je me rappelle en 2020, nous avons reçu l'appui de ISOC Foundation dans le projet ISOC Beyond the Net afin de pouvoir extendre les réseaux communautaires sur l'île. Et l'île étant composée de deux parties, le nord et le sud, nous avions seulement œuvré dans le nord, mais en 2020, nous sommes allés au sud et nous avons construit le kiosque. Cela n'a été possible que grâce également au support de notre chapter, ISOC Chapter DRC, et nous avons collaboré avec les membres actifs du chapter qui nous ont accompagnés et aidés. Si je peux citer la présidente actuelle Françoise Moukoukou, mais également notre ancien Eric Nzita, qui nous ont vraiment soutenus dans ce projet-là. Alors, pour moi, réseau communautaire égale bien sûr ces équipements informatiques, mais également l'apport de la communauté au niveau local. Dans le futur, nous prévoyons toujours et nous travaillons chaque fois sur demande de la communauté locale sur des services qui peuvent être facilement utilisés par la communauté. Nous avons pensé par exemple à Chuleletu, c'est-à-dire notre école, et c'est un service que nous pensons dans les années à venir si nous avons les moyens suffisants, les ressources humaines suffisantes, nous pouvons vraiment nous y focaliser pour pouvoir apporter ce soutien aux écoles au niveau de l'île d'Idjoui qui en ont besoin. Parce qu'on s'est rendu compte dans nos recherches qu'il y avait vraiment ce manque-là d'informatique, mais aussi d'actualisation sur ce qui se déroule dans le monde. Alors, nous réfléchissons comme ça ensemble avec la communauté pour chercher des solutions là où il y a des problèmes. Voilà un peu d'une manière brève comment Pamojanet fonctionne sur l'île d'Idjoui. Merci beaucoup, Chako, pour ce retour d'expérience sur ce que vous avez pu réaliser en République démocratique du Congo, notamment dans la région du Kivu. Je vois que Patrick est là. Patrick, tu souhaiterais ajouter quelque chose à la suite de Chako? Vous partagez davantage l'expérience, les challenges et surtout les leçons. Et qu'est-ce que ça a apporté à la communauté en tant que plus-value? Oui. Et donc, exactement comme le collègue Chako l'a bien exprimé, donc l'idée pour nous d'avoir les réseaux communautaires n'est pas
ne se situe pas seulement au niveau d'une simple connectivité, c'est-à-dire trouver une communauté X qui est vraiment éloignée et apporter la solution Internet et connecter la communauté au reste du monde. Ça, c'est une partie des solutions. Mais la plus grande partie pour nous est celui de développer des services digitaux qui sont vraiment, vraiment utiles et importants à la communauté. Et donc, nous sommes dans cet engouement, nous sommes dans le développement des services digitaux. Et ma collègue Chako a aussi dit, elle a insisté sur le fait de vouloir dupliquer les modèles et c'est quelque chose que nous sommes en train de faire parce qu'actuellement, on a fini presque l'île, la partie nord et la partie sud. Maintenant, on est en train de dupliquer le même modèle un peu plus dans le sud, dans une autre partie de la RDC. Et c'est quelque chose d'une grande importance et une vraiment expérience édifiant pour nous. Et donc, les leçons que les gens ont appris, par exemple, au nord, donc à Lille, et que après, on a eu des feedbacks, hein, justement grâce aux différents services qu'on a mis. On a utilisé, par exemple, un service de sécurité où il y a eu des enfants qui se sont perdus, mais grâce à ces services-là, les enfants ont pu retrouver leur famille, tout ça, et ça s'est très bien passé. Et justement, on est aussi conscient du fait que tout en installant les réseaux communautaires, il y a tout un apprentissage qu'il y a derrière. Donc, on arrive dans une communauté, la communauté ne connaît pas justement ce qu'on fait, il n'y a pas de bons techniciens, il n'y a pas d'infrastructure adéquate pour ça. Mais au fur du temps qu'on travaille avec la communauté apprend. Elle apprend de comment vraiment accéder à l'Internet, comment utiliser les outils comme les smartphones, comme les tablettes. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'édifiant pour nous et quelque chose de feedback qu'on a eu auprès de la communauté. Merci beaucoup, Patrick, pour ton témoignage et tout le partage d'expérience sur ce que l'installation de ces réseaux communautaires ont pu apporter à votre communauté. Et en lien avec ce que Chako disait, et pour pouvoir passer comme une transition à la suite de nos échanges, nous savons qu'il y a quelques années, vous avez eu du support de Internet Society qui vous a permis de mettre un support vidéo, donc d'avoir une vidéo de ce que vous aviez fait. Et nous allons en profiter de ce séminaire-là qui est surtout axé francophone ou comment booster l'usage des réseaux communautaires dans la région francophone. Nous allons passer cette vidéo-là qui va sûrement susciter plus de questions et lorsque nous arriverons à la partie des questions-réponses, l'ensemble des panélistes pourront donc pouvoir répondre. Donc, voilà. Donc, avec votre permission, donc, nous allons vous présenter cette vidéo-là. La gestion de l'Internet dans les territoires d'Idjouï où nous intervenons est intimement liée à l'organisation. Et c'est à l'organisation communautaire, en fait. Il y a des comités de gestion qui se créent à chaque fois que nous créons des kiosques ou nous implantons des kiosques dans un village. Et cela se fait même sur demande de la population. C'est-à-dire que la population réfléchit sur un problème donné et propose même des pistes de solutions à leur niveau. Et s'il arrive que la population n'a pas la capacité technique ou même de moyens financiers pour résoudre ce problème, c'est à ce moment que FAMO Janet intervient. La chefferie Rubenga où se trouve cet Internet est bien organisée. Et c'est structuré, il y a des forums
qui se font au niveau de chaque village, au niveau de chaque groupement, là où tout le monde arrive et donne son intention. Et dans tout ce qu'il pose comme question, la question d'Internet ne manque jamais puisque c'est une question qui intéresse beaucoup les gens. Et c'est là où on débat tout qui concerne cet Internet. Les problèmes sont posés par la population, les solutions viennent de cette population et les résolutions à ces problèmes sont recherchées. Maintenant, c'est à ce niveau-là où on peut maintenant voir comment soit demander à la chefferie d'intervenir ou un autre bailleur qui peut voir dans quelle mesure. Si au moins il y a un problème trop qui dépasse la capacité de la population. Notre contribution n'est autre que d'abord la sécurité de la kiosque. Mais aussi, nous nous réunissons souvent, au moins par semaine, nous réunissons 2 ou 3 fois, juste quand nous sommes à la recherche de certaines informations. Nous profitons pour essayer de parler de tout et de rien. Et d'ailleurs, le jour qu'on était venu installer la kiosque, il y avait une fille qui s'était portée garant de travailler bénévolement pourvu que la kiosque soit au niveau d'ici. Mais à notre niveau, dans un premier temps, la sécurité, il peut y avoir un problème qui peut surgir à des problèmes locaux, des solutions locales. D'ailleurs, les premiers qui ont pu exploiter cet Internet, c'était les femmes. Après, les femmes étaient formées et ils manient facilement l'Internet. À mon âge, par exemple, moi, je sais aussi manier le téléphone. J'utilise cet Internet et ça me facilite à entrer en contact avec mes familiers qui sont à l'extérieur. Si on ne voyait pas l'importance d'une femme dans cette activité qui est organisée ici, on ne devrait pas quand même solliciter la fille. C'est-à-dire la fille elle-même, est tellement qu'elle faisait partie déjà qui avait participé à la réunion, elle-même a été motivée de dire non, moi je vais accepter de travailler bénévolement, mais pourvu que nous ne perdions plus cette chose qui nous est venue comme une malédiction. C'est-à-dire notre kiosque avec les différents appareils qui sont installés au niveau de la kiosque. Quand il s'agit d'organiser les réunions avec les garçons, on invite aussi les filles ici à Idji. Comme moi ici, chaque fois je participe des réunions. Et de cela, quand il s'agit de prendre les décisions, on compte aussi sur les avis des filles dans des réunions. Donc quand les filles émettent leur avis, on les prend en considération. Et par preuve, nous avons déjà à Idji une fille qui est chargée des services clients et de recouvrement. C'est un système qui est durable. C'est un système qui est durable dans ce sens que si c'est un problème lié par exemple à la sécurité, nous-mêmes, nous cherchons à tout prix comment on peut envisager des solutions. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui passe la nuit dans la kiosque pour la sécurisation des appareils s'y trouvant. Pendant la journée, nous faisons des rotations, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a endommagé un appareil quelconque. C'est-à-dire, à notre niveau, nous espérons que c'est une solution qui est capable. Voilà, merci en tout cas pour ce succès et cet apport au développement de la communauté. Et j'espère que vous avez aimé vous revoir en train de parler, de contribuer au développement de vos communautés. Donc, pour la suite de notre panel aujourd'hui, nous allons évoluer dans un autre sens. Nous avons jusqu'à là vu, je l'ai dit, l'explication de c'est quoi les réseaux communautaires. Nous avons vu des réseaux communautaires donc, avec le cas de Pamojanet en fonctionnement. Je vais cette fois-ci inviter 2 autres panélistes qui vont cette fois-ci nous dire comment actuellement ils s'y prennent pour pouvoir mettre en place des réseaux communautaires dans leurs pays respectifs. Donc,
Pour cela, il y a Tidjani qui va nous parler de l'expérience du Tchad. Donc, je vais lui demander voilà, en 2-3 minutes de nous dire aujourd'hui pourquoi ils ont voulu en faire un réseau communautaire et où est-ce qu'ils en sont, à quel niveau de développement ils sont, pour pouvoir donc nous permettre donc d'avoir une vue large des choses aussi possibles à ce niveau. À la suite de Tidjani, Keita nous partagera l'expérience de la Guinée. Tidjani, à toi, si tu es prêt pour ton intervention. OK, merci JB. JB m'a déjà présenté. Je suis le président du chapitre tchadien de l'Internet Society. Je travaille aussi un peu partout, en tout cas dans l'environnement, dans l'écosystème de l'Internet ici. C'est de là que nous avons eu l'occasion d'aller en tout cas en mission un peu à l'intérieur du pays. Nous avons constaté qu'il y a des communautés au sein du Tchad qui n'étaient pas du tout connectées. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de l'Internet, mais ils étaient coupés carrément du monde numérique. Ils n'avaient ni couverture téléphonique, ni couverture Internet, ni couverture juste radiodiffusion ou télévision. Donc, c'est vous dire que ces communautés étaient laissées à elles-mêmes. Ils n'ont aucune information de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont pas la possibilité de partager ce qu'eux, ils ont, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il nous est arrivé cette idée de mettre sur pied un réseau communautaire dans ces zones du pays. Et pour vous dire, pour vous rappeler un peu en quelque sorte l'urgence, parce que ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est presque la plupart de l'arrière-pays ici n'est pas couverte en réseau tout simplement. Et donc, voilà, nous avons soumis un projet d'étude de faisabilité pour voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de cette communauté en matière de réseau et quel genre de réseau on peut mettre sur pied dans ces différentes contrées. Et de l'étude de la faisabilité, il est ressorti que nous pouvons peut-être mettre un réseau tout de suite Internet parce que cette région a été traversée par l'infrastructure fibre optique qui relie le Tchad au Cameroun. Donc, on est en train d'y travailler actuellement. Et je crois que d'ici début janvier, le réseau sera lancé. Et c'est un réseau qui sera géré à 100% par la communauté bénéficiaire et qui est en train d'être mis sur place également avec le concours de cette communauté parce que la mairie locale a pris en charge déjà de nous trouver un local qui va héberger le projet. Et il y a l'association communautaire de jeunes qui s'est engagée en tout cas à prendre la main, c'est-à-dire après l'installation, pour pouvoir gérer ce réseau. Nous avons prévu également dans notre plan d'action des formations pour cette association, surtout pour les responsables qui vont avoir, c'est-à-dire le pouvoir de la gestion de ce projet juste après le lancement. Et je crois que ce n'est pas là où nous trouvons plus, c'est-à-dire plus de besoins, c'est aussi dans la partie politique. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 2020, nous avons enregistré 52 cas de décès. 52 cas de décès des personnes qui étaient perdues dans le désert. Ils n'avaient aucune couverture qui leur permettait d'appeler au secours. Ils n'avaient tout simplement
seulement pas la possibilité en tout cas de pouvoir utiliser un réseau GPS ou des boussoles, tout ça pour connaître sur quelle direction ils sont. Et voilà donc là toute la difficulté. Et certains ont laissé des témoignages. Ils ont utilisé les téléphones qu'ils avaient avec eux pour enregistrer des vidéos. Et voilà donc en sachant que dans les heures qui suivent, ils seront plus de ce monde. C'était des vidéos très émouvantes qui nous ont touchés profondément, surtout nous, les acteurs de l'Internet Society ici en local. Et nous nous sommes dit que nous sommes appelés plus que jamais à répondre également par rapport à cette situation, apporter une réponse concrète dans cette zone-là. Et là également, nous sommes en étude de faisabilité actuellement. Et c'est grâce au soutien de l'Internet Society toujours. Nous sommes en train d'effectuer ces études. Et je crois que le moment venu, nous allons publier un rapport à toute la communauté par rapport à tout le travail qui est en train d'être fait. Donc voilà, pour ne pas être long, je voudrais limiter ma narration à ces deux cas et je vais me livrer peut-être à vos questions et peut-être pour vous apporter des réponses directes et concrètes par rapport aux questions qui nous seront posées. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci Tidjani Mahamat. Merci de partager avec nous l'expérience du Tchad et les initiatives, en tout cas ce que vous êtes en train de faire pour répondre à la problématique de l'accès que tu as posé dans certaines régions du Tchad. Je vais, si Keïta est là, s'il est prêt pour nous partager l'expérience de la Guinée avant qu'on puisse passer dans la phase concrète d'échange avec les participants. Keïta, ok. Je crois que sûrement Keïta a des difficultés pour nous rejoindre, mais ce n'est pas grave. Je pense que nous avons eu là, en tout cas, l'ensemble des panélistes ont donné des contributions sur le sujet, chacun dans un angle différent. Et comme le disait un grand penseur de chez moi, un professeur Joseph Kizerbo, qui disait « on ne développe pas, on se développe ». Donc, ici se pose à nous la grosse problématique de comment développer ensemble l'accès Internet dans nos pays, par nous-mêmes, au travers de nos communautés. Donc, je vais donc utiliser cela comme une brèche et donc appeler les participants donc, à venir contribuer ensemble à comment on va se développer. Donc, avec les experts qui sont ici pour pouvoir donc répondre aux différentes problématiques, aux différentes questions qu'ils ont posées. Et donc, alors, je prends les questions dans l'ordre tel qu'ils me sont posées, donc je les adresser, je vais les allouer donc un porteur au niveau des panélistes. La première de Kossi Amesinou, il souhaite savoir est-ce que la réglementation n'est pas la limite principale de la mise en place des réseaux communautaires. Pour répondre à cette question, je vais demander à Jean-Louis d'aborder succinctement un peu la question pour est-ce que le problème est l'aspect réglementaire et je demanderai à Chako Patrice de dire un mot là-dessus. Jean-Louis, à toi en 1-2 minutes maximum. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'est vrai que le cadre réglementaire est une limite, mais lorsqu'on regarde ce qui s'est fait ailleurs, généralement, les réseaux communautaires sont d'abord apparus avant que le gouvernement a vu comment régulariser la situation. Donc, ce n'est pas vraiment un frein en soi. D'autant plus que ce que le réseau communautaire fait, en fait, c'est du social. C'est vraiment aider les couches, les personnes défavorisées à pouvoir avoir accès à l'information pour leur développement.
Donc, ce n'est pas réellement un frein. Par contre, maintenant, si on observe une multiplication de ces réseaux sans qu'il y ait véritablement un cadre réglementaire pour permettre de cadrer leur évolution, là, par contre, il y aura un problème. Au Cameroun, par exemple, on a déployé des réseaux, déjà 2 réseaux, sans que nous n'ayons un cadre clairement défini pour ça. Mais le gouvernement a vu l'importance. Il a accepté qu'on déploie le réseau. Donc, ce n'est pas vraiment... c'est une limite. Mais cette limite, dans un premier temps, n'est pas réellement un obstacle au déploiement proprement de ces réseaux. Donc, c'est ce que je peux dire si je veux m'arrêter en quelques mots. Merci beaucoup Jean-Louis Chako. Est-ce que vous appuyez ce que Jean-Louis dit au regard de l'expérience que vous avez eue? Est-ce que la réglementation vous avait limité ou comment vous y êtes pris? Merci beaucoup pour la question. Je pense que mon collègue va aussi ajouter. Mais en ce qui concerne la réglementation, ça reste vraiment un défi au niveau de la RDC. D'ailleurs, si je peux anticiper, nous sommes en train de travailler afin de pouvoir avoir une licence pour nous-mêmes. Et cela va nous permettre de s'épanouir. Comme mon collègue Patrick l'a dit, le souci, en tout cas, c'est d'arriver dans plusieurs points stratégiques de la RDC. Mais nous ne pouvons pas le faire ayant les statuts de réseau communautaire. Alors, la licence est comme une couverture. Et lorsque nous avons ces documents-là, ça peut nous permettre d'avancer. Alors, étant complexe, au niveau de la RDC particulièrement, c'est un document qui est géré au niveau de la présidence. C'est que pour arriver là, il faut vraiment beaucoup d'acrobatie. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler avec APC sur un petit fonds de Travel Fund qu'ils ont donné à certains réseaux communautaires afin de pouvoir accéder à ces documents-là. Alors, en partenariat toujours avec notre chapter, le chapter ISOC DRC, nous cherchons comment arriver dans la capitale, à Kinshasa, rencontrer les autorités, leur expliquer l'importance des réseaux communautaires, là où les maisons de télécommunications ne peuvent pas arriver, les risques que nous prenons à aller là où c'est vraiment compliqué, il n'y a pas assez de fonds, il n'y a pas de moyens, et peut-être que si les autorités sont touchées positivement, nous pouvons essayer de maintenant briser ce mystère de régulation et d'autorisation au niveau national. Je vais laisser quand même mon collègue ajouter un petit mot par rapport à ça, puisque ça reste un sujet qui nous préoccupe. Merci Chako. Juste avant que peut-être Patrick ne parle, s'il peut en même temps nous dire comment, c'est une question de Laouli Bassirou, dans les villages non électrifiés, quelle serait la solution la plus idéale pour faciliter l'interconnexion? Je crois que votre expérience en DRC peut un peu couvrir cette question de l'électrification. Donc, si Patrick, si en 1 minute, voilà, tu peux aborder les deux. Merci. Je vais commencer par la deuxième question, donc celui lié à l'électricité. C'est vrai, ça c'est parmi les grands défis. Donc, les grands défis que nous avons, c'est l'infrastructure de base. Donc, dans la plupart des pays, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité, donc les infrastructures sont vraiment pauvres. Et pour ce qui nous concerne, tous les réseaux, donc partout où nous implantons les réseaux communautaires, on utilise essentiellement le système solaire. Donc, un panneau solaire perché sur une pylône avec un boîtier avec de batteries dedans et d'autres équipements dedans. Et ça nous aide vraiment à faire fonctionner les équipements. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que nous utilisons. Et si les amis ont l'ambition de connecter les zones éloignées, les zones rurales comme nous, donc, et qu'il n'y a pas un système d'électrification dans la zone, donc il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser du panneau solaire. Bien sûr, il y a d'autres techniques pour avoir de l'énergie, mais les panneaux solaires et le batterie sont trouvables sur les marchés et leur prix est plus ou moins abordable. Et voilà, donc c'est ce qu'on utilise dans tout notre réseau. Alors, parlant du cadre réglementaire des réseaux communautaires, c'est vrai, ça c'est toujours un grand défi aussi, c'est parmi aussi les défis.
qui connaît l'expansion de réseaux communautaires. Pour notre cas ici, par exemple, on a ces problèmes-là sur même notre loi aussi, parce que notre loi date, je pense, de 1970 ou 80. Et au courant de ces années-là, il n'y avait pas de dispositions. On ne savait pas qu'à un certain moment, les communautés devaient se prendre en charge en termes de partage de connectivité ou en termes de connectivité. Alors donc, on a ces défis-là, mais heureusement, avec les systèmes de développement de réseaux communautaires qui est dans le monde, on est en train vraiment de pousser, on est en train de voir si on peut toucher les personnes ou les personnalités sensibles sur cette question pour essayer justement de créer ou d'incorporer des lois en faveur des réseaux communautaires. L'autre difficulté que nous avons rencontrée, qui est très importante, c'est le coût, par exemple, de la licence. Parce que quand on discute avec les régulateurs, ils nous montrent que les réseaux communautaires, c'est la même chose comme, par exemple, un réseau de télécommunications. Et donc, la licence est chère ici au Congo et c'est autour, je pense, ça se négocie vraiment autour des 50 000 dollars américains et c'est quelque chose que les réseaux communautaires ne peuvent pas c'est un terrain où ils ne peuvent pas compétir, voulais-je dire. Donc, bref, c'est ça. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Jean-Louis Chako. Je pense qu'il se dégage ici, à mon avis, une grande nécessité d'un plaidoyer global sur la prise en compte des réseaux communautaires dans les différentes réglementations dans nos pays. Peut-être que c'est un sujet sur lequel nous pourrons travailler et puis voir ensemble ce qui a marché ailleurs, ce qui ne marche pas ailleurs. Et puis, à mon avis, en tout cas, c'est une nécessité de plaidoyer pour pouvoir arriver à connecter les non-connectés qui sont encore des milliers dans nos pays. Et donc, pour aller de l'avant, en donnant la parole à Jean-Louis, alors il y a Kassé Jean-Hugues Ambé qui nous demande une définition simple d'un réseau communautaire. Quelle est la différence entre un réseau communautaire et les réseaux Internet que nous connaissons? Jean-Louis, donc, en ta qualité d'enseignant, donc, voilà, aide-nous à répondre à ce participant en des termes simples. C'est quoi un réseau communautaire de ce que nous connaissons comme Internet? Voilà, merci. Merci encore, Jean-Baptiste. C'est vraiment une question très, très importante. Je vais juste déjà profiter pour faire juste un petit point sur la dernière question, pour juste rappeler que nous sommes en train de travailler avec APC sur la proposition d'un communautaire pour les pays en Afrique francophone. Et puis, on va partager déjà les résultats de l'étude avec les autres chapitres aussi, Internet Society, pour qu'ils puissent également voir comment est-ce que ça peut les aider dans leur plaidoyer au niveau de leur pays. Donc, pour revenir à la question concernant en fait, c'est quoi un réseau communautaire de façon vraiment très simple, j'ai été peut-être rapide dans mon introduction, je ne sais pas si la personne était là. Donc, lorsqu'on parle de réseau communautaire, vraiment, nous avons deux thèmes. On va se limiter là. Donc, c'est la communauté, c'est le thème communauté et puis le thème réseau. Donc, communauté, ça a trait à l'espace géographique, ça a trait à un ensemble de personnes qui ont des éléments en commun et qui ont également des challenges en commun. Et puis, le réseau, c'est d'interconnexion, c'est vraiment interconnecter ces personnes-là. Donc, et ces personnes sont interconnectées au moyen, comment dire, du réseau informatique. Donc, on a des équipements informatiques où on permet de connecter ces personnes pour que ces personnes puissent communiquer. Donc, mais pas seulement communiquer, mais avoir accès à l'information utile pour leurs besoins, pour leur développement local.
Donc, la différence maintenant avec ce réseau communautaire et le réseau Internet, tel que nous le connaissons, le réseau Internet, c'est le réseau mondial. Quand on parle généralement d'Internet, c'est le réseau des réseaux, si on peut dire comme ça. Donc, mais la différence se situe, premièrement, sur la nécessité de se connecter à Internet ou pas. Parce que le réseau communautaire, certains ne savent pas, ou en fait ne savent pas, c'est que le réseau communautaire peut être un réseau qui n'est pas qui n'est pas connecté à Internet. Donc, ça peut être un réseau vraiment local, où on a des contenus qui peuvent être utiles pour ces populations, parce que le coût même d'accès à Internet, c'est également un grand coût au niveau de la pyramide des coûts dans ces réseaux communautaires. L'accès à Internet, c'est quand même un grand coût. Donc, on a des réseaux communautaires qui ne sont pas connectés à Internet, mais qui ont quand même des contenus, des services pour permettre aux populations locales de pouvoir fonctionner. Donc, et c'est où se situe la différence. Contrairement à un réseau qui est connecté sur Internet, où on peut envoyer des contenus, recevoir des contenus également externes, le réseau communautaire peut ne pas être connecté à Internet, mais fournir des informations et des services nécessaires à la population locale. Okay. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci pour ta réponse. Donc, nous allons poursuivre. Alors, il y a deux questions de Kosi Amesinou et de Isaka relatives à la procédure de comment pouvoir bénéficier. À ce niveau, je me permets de dire que vous avez deux approches. Pour Isaka, qui est d'un chapitre, vous avez des grants auxquels vous pouvez postuler via votre chapitre pour pouvoir commencer l'étude ou le travail sur un réseau communautaire dans votre région. Et pour COSI, vous pouvez aussi proposer un projet dans le cadre de Partner to Connect à Internet Society, et les équipes pourront donc étudier votre projet, et en fonction des résultats, on pourra voir comment vous accompagner. Donc, vous avez ces deux approches-là, mais vous pouvez aussi avoir du financement parallèle, et nous pouvons aussi venir en appui pour pouvoir aller dans ce sens. Une autre question ou deux questions de Marcel Quebré et puis de Sylvie Signa au regard du modèle économique, en attendant que peut-être nos amis de la DRC vous partagent leur expérience. Il faut dire qu'à Internet Society, il y a un ouvrage donc, sur comment se préparer au lancement d'un réseau communautaire qui est disponible sur notre page web. Et à l'intérieur, vous avez, je vais dire, une matrice qui vous permet de travailler plus les données pas sortir un modèle économique. Donc, en attendant que les polices interviennent, je vous invite à peut-être à faire cette débat-là, on pourra aussi vous partager dans le chat. Voilà. Donc, je reviens maintenant au panel peut-être à Patrick. Est-ce que tu peux expliquer le modèle économique de Pamodia.net à l'auditeur? Patrick, si tu peux intervenir un peu fort, c'est comme si tu es loin de ton micro. Vous m'entendez comme ça? Ça va? Vous m'entendez comme ça? Ça va? Oui, ça va. OK. Et donc, je disais merci encore pour cette opportunité de partager notre modèle économique. Et donc, essentiellement et globalement, généralement, nous travaillons dans des milieux vraiment pauvres, donc dans des zones rurales où il n'y a pas suffisamment de revenus. Donc, les communautés, par exemple, gagnent moins d'$1 par jour. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de revenus. Mais dans toute communauté, surtout les communautés africaines, il y a toujours
il y a toujours des domaines qui essaient un peu de faire avancer l'économie. Par exemple, à Lille, c'est une région Patrick, on ne vous entend pas bien. Peut-être que c'est la connexion. Vous m'entendez maintenant? Nous l'entendons très bien, là, j'y vais. Ok. Donc, je disais que l'île d'Itui, par exemple, c'est une région qui a autour de 300 000 habitants et qui vivent essentiellement du café, donc la culture du café. Mais aussi, parce que c'est une île, il y a des communautés de pêcheurs et qui font la pêche, mais qui n'est pas une pêche vraiment industrialisée, qui reste au niveau basique. Mais aussi à Idju, on trouve un peu de fruits, il y a des ananas, il y a des oranges, et la communauté s'organise autour de ces potentialités-là pour effectivement créer des coopératives et contribuer globalement à l'économie de l'île. Alors, notre modèle économique, justement, est basé sur ces soubassements-là. Donc, dans la communauté, il y a des coopératives, il y a des petits hôtels, il y a des organisations non gouvernementales qui interviennent, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'eau, les WASH. Alors, on se base vraiment sur la réalité locale qu'on trouve localement. Alors, quand on a installé le Wi-Fi dans le milieu, on a fait une cartographie des potentialités qui peuvent exister dans le milieu. Alors, notre modèle est essentiellement basé sur le fait de donner la connexion Internet aux différentes entreprises qui œuvrent dans la communauté. Donc, ça peut être soit de coopératives agricoles, ça peut être soit des organisations qui travaillent au courant de la journée, comme des organisations humanitaires qui sont là, mais ça peut aussi être des hôtels qui hébergent certains touristes qui viennent pour visiter l'île. Alors, les organisations utilisent cette connexion Internet, utilisent la bande passante durant toute la journée pour leur permettre d'écrire des mails, pour leur permettre de faire des appels comme nous le faisons maintenant, ou pour leur permettre d'être en contact avec des potentiels acheteurs de café ou des potentiels investisseurs. Alors, ils utilisent la connexion Internet à partir du matin jusqu'à tard dans l'après-midi, vers 17 h. Et à partir de 16 h, la connexion est gratuite pour tous les restes de la communauté. Et donc, à partir de 16 h, toute personne qui a un portable ou toute personne qui a un device qui peut se connecter sur Internet, il y a des hotspots que nous installons dans le village et il peut venir et se connecter gratuitement. Et donc, pour nous, c'est un modèle qui est, comme je dirais, gagnant-gagnant. Donc, les entreprises ou les initiatives entrepreneuriales locales contribuent pour payer les coûts de la bande passante, mais la communauté aussi profite de la bande passante gratuitement. Donc, c'est un peu là le modèle que nous faisons. Merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention. Une question, ou disons deux questions que peut-être je vais demander alors, aux équipes du Tchad. Voilà, quel peut être l'impact socio-culturel? Voilà, au niveau culturel, est-ce que vous pensez adresser une problématique donnée dans votre projet de réseau communautaire? Et aussi, pensez-vous que cela peut contribuer à la digitalisation du secteur agricole? Donc, Tidjani, si tu peux peut-être dire un mot sur cela avant que peut-être Jean-Louis peut-être puisse
puisse ajouter. Donc, quel peut être au niveau socio-économique, voilà, l'impact des réseaux communautaires? OK, merci bien. J'aurais voulu également me prononcer par rapport au modèle économique, parce que nous avons également professionnels. Bien sûr, tu peux. Voilà. Dans les entretiens qu'on a eu déjà avec le bénéficiaire, c'est un peu le même cas que l'ami du Congo venait de partager, mais la seule différence est que chez nous ici, nous sommes accordés sur mettre un hotspot qui sera accessible par la population avec des contributions, avec des prix très dérisoires. Par exemple, 100 francs l'air pour ceux qui ont déjà des devices qui peuvent accéder au réseau Internet. Et pour ceux qui n'en ont pas, nous allons mettre en tout cas des dispositifs de connectivité à accès public. Par exemple, il y a peut-être des villageois qui ont besoin de communiquer avec leurs parents ici en ville. Et puisqu'il n'y a pas de couverture téléphonique dans la zone, puisqu'il n'y a pas en tout cas d'autres moyens pour pouvoir parler avec leurs parents ici sur place, nous allons leur permettre d'utiliser les services comme WhatsApp, etc., pour pouvoir appeler leurs correspondants, donc direct, et à contribution aussi à des frais peut-être très désirants, peut-être 10 minutes pour 50 francs, et ainsi de suite. Et donc, ces contributions pourront en quelque sorte payer les charges de la gestion du projet. Et les charges sont bien entendu la capacité et l'énergie également pour le soleil. Et aussi, ceux qui vont gérer, les bénévoles qui vont gérer les kiosques vont avoir également en retour des récompenses qui ne seront pas des salaires, mais quand même des choses pour peut-être leur savon, leur déplacement, etc. Donc, voilà le modèle que nous allons l'utiliser dans le cadre de notre projet. Maintenant, en 2 phrases pour répondre aux 2 questions que vous m'avez posées. Oui, le projet va contribuer, c'est-à-dire à l'essor culturel également de la contrée, puisque jusqu'à là, c'est une sous-préfecture, qui est très méconnue du reste, en tout cas du pays, qui est inaccessible déjà par même la voie routière. Il faut contourner par le Cameroun pour venir là-bas parce qu'ils n'ont pas de... Voilà, donc je pense que l'Internet leur permettra de pouvoir eux également voir un peu le contenu culturel d'autres sociétés. Et si peut-être avec un peu en tout cas de formation dans le développement de contenu local, partager tout ce qui est culturel qu'ils ont chez eux là-bas, peut-être filmer leur danse, le mettre. Et aujourd'hui, je pense que les applications comme TikTok et autres nous aident beaucoup dans le développement de contenu local, surtout culturel. Et pour la contribution, en tout cas, de la digitalisation de l'agriculture, je dirais oui, parce que cette région est une région de culture par excellence. Et il cultive peut-être 6 mois sur le 12, ailleurs c'est 3 mois seulement pour lui, mais là-bas ils ont 6 mois de lui et ils cultivent beaucoup en tout cas dans cette zone. Et il est maintenant un problème pour eux d'exporter ou bien de communiquer par rapport en tout cas aux produits qu'ils cultivent là-bas. Et je crois que le projet sera une occasion pour eux de pouvoir communiquer, de pouvoir voir sur le marché où est-ce qu'il y a besoin et avec qui nouer des contacts, échanger, pouvoir peut-être expédier les fruits de leur récolte. Et je crois que ça aiderait la contrée, en tout cas, dans la diversification et aussi l'essor économique de toute la production agricole qu'il faut
et surtout importante, la partie la plus importante du pays. Je crois qu'en janvier, nous aurons en tout cas commencé par récolter les premiers fruits de ce projet. Merci, excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci beaucoup, Tidjani. En tout cas, c'est un bon développement, mais avec des éléments intéressants pour l'auditoire. Voilà, il nous reste, je dirais, 9 minutes. Alors, une question pour tous les panélistes, donc, qui viennent de Nico Chintu Bakajanka. Donc, il demande que dire des réseaux qui passent pour communautaires, mais qui vendent la connexion Internet aux personnes morales et physiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, cette question-là, je la donne à lui. Ensuite, l'autre question que je profite de poser aussi, c'est comment identifiez-vous les sites propices pour les réseaux communautaires? Donc, si les autres panélistes peuvent se préparer à cela, comment aider à identifier un site propice à un réseau communautaire? Jean-Louis, à toi pour la première question, vraiment en 1 minute, 1 minute 2. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'est vrai que je voulais interpeller par rapport au cas de Citan, qui est actuellement parmi les spectateurs, qui devait normalement être un speaker. Je ne sais pas comment il s'est connecté. Bon, c'était géant, en fait, pour interpeller par rapport à son cas. Mais pour répondre à la question, ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas parce que c'est un réseau communautaire que la connectivité doit être, l'accès à Internet doit être gratuit. Non, il y a un coût. Il y a un coût, comment dire, que ce soit le coût d'accès déjà pour les réseaux qui se connectent à Internet, pour le coût d'accès à Internet, il y a également le coût même pour toutes les opérations de maintenance, etc. Même si ce n'est pas un grant qu'on a eu de financement pour établir ce réseau, il ne demeure pas moins qu'il y a certaines charges qui doivent être supportées. Donc, et pour supporter dans ces charges, dépendamment du modèle économique, ce n'est pas tout le monde qui va faire, par exemple, comme en RDC, le modèle économique, par exemple, au Tchad, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y a quand même un prix dérisoire de toute manière, quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit payer à quelqu'un au niveau de la chaîne pour que les autres puissent avoir accès au service. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui paye, comme en RDC, il va falloir que les membres de la communauté puissent participer comment dire, aux charges. Mais par contre, maintenant, le coût ne devrait pas être comme celui d'un réseau traditionnel, commercial, parce que le but derrière, ce n'est pas de faire du profit, mais c'est d'aider les personnes à avoir l'accès à l'information qui sera utile pour eux. Merci beaucoup, Jean-Louis. Patrick, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Rapidement, en 1 minute. Je ne voulais pas ajouter, mais je voulais répondre à la deuxième question. D'accord. Donc, voilà. La question ouais. Donc, comment identifier les sites propices au réseau communautaire? Bon, moi, je pense qu'avec notre expérience, ce n'est pas les réseaux communautaires qui identifient les sites, mais je dirais que c'est les besoins sur les sites qui est ressenti par la communauté et qui va vers une solution qui est la mise en place d'un réseau communautaire. Donc, on a vu avec les différentes, c'est pas webinaires ou sommets qu'on a fait à travers le monde et à travers l'Afrique, on a vu des réseaux communautaires, par exemple en Amérique latine, qui sont nés dans des montagnes vraiment très, très, très éloignées, mais la question de la configuration, en fait, ou du site ou du lieu où va être implanté le réseau communautaire vient en fait après. Mais la première question, c'est les besoins. Regardez les besoins locaux. Si la communauté sent que non, nous voulons résoudre tel problème, et la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de commencer un réseau communautaire pour résoudre un tel problème. Et donc, c'est dans ce cadre-là, bien sûr, on s'est dit, OK, on va implanter un réseau communautaire dans X site, dans tel site. Mais il y a la question aussi de configuration géographique, parce que, par exemple, une zone où il y a beaucoup de montagnes est différente d'une zone où il y a tout un vallée, où il y a une plaine.
Donc, ça, c'est maintenant une question qui est plus liée aux aspects techniques, mais qu'on peut vraiment résoudre, qu'on peut transcender si la communauté est décidée vraiment d'implanter un réseau communautaire. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Chako, je te donne la parole. Profite aussi en 1 minute pour donner ton mot de la fin sur comment, comme je le disais, Joseph Kizerbo disait, on ne développe pas, on se développe. Donc, quel est ton cri de cœur pour amener beaucoup de pays francophones ou beaucoup de pays à travers l'Afrique à rejoindre le mouvement des réseaux communautaires? En 1 minute, et je pense on pourrait repasser aux autres panélistes pour pouvoir clôturer. Merci. D'accord, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je voulais juste ajouter par rapport à la question du choix d'un réseau communautaire. Comme Patrick l'a expliqué, je pense qu'il faut aussi établir des hypothèses. On se dit dans tel coin ou recoin de notre pays, on sent qu'il y a ce besoin-là. C'est nous qui imaginons cela, mais nous ne connaissons pas la réalité. Alors, la différence, comme moi, Janet, nous passons par une recherche. Nous faisons une petite recherche avec des questions simples et nous distribuons à la communauté. Ça peut être via les téléphones avec les applications Kobo Collect ou bien par remplissage. Et c'est avec ces informations-là que nous nous rendons compte qu'effectivement, ici, ce besoin tel que nous l'avons supposé, ainsi nous commençons à travailler avec la communauté, comme Patrick l'a dit, en pensant aux infrastructures et tout le reste. Alors, par rapport au développement, comme vous venez de le dire, mon dernier mot, en tout cas, pour moi, je pense pour les pays comme la RDC, Cameroun, le Tchad, où nous avons déjà de l'expérience. Je l'ai toujours dit, le souhait, c'est de partager et d'aider les autres à arriver au niveau où nous sommes. Donc, l'appui de ISOC, des APC et toute autre personne morale ou physique qui veut soutenir l'Internet au niveau de l'Afrique, nous sommes prêts aussi à accompagner ces autres pays parce que nous avons aussi travaillé sur des manuels et sur des plans pour pouvoir aider les autres pays à aller de l'avant. Donc, nous sommes prêts aussi à soutenir. C'est ça le développement pour nous. Merci, Chako. Alors, il nous reste 1 minute. Alors, Jean-Louis, vraiment en 1 minute. Donc, Chako a parlé pour Patrick, pour la DRC. En tout cas, merci aux amis du Congo. Jean-Louis, vraiment en 1 minute pour toi et ensuite, je vais conclure. Merci Jean-Baptiste. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que les réseaux communautaires, c'est vraiment une alternative assez fiable et viable pour connecter ces zones rurales, pour nous permettre véritablement de nous développer. Parce que le véritable développement de notre contexte, dans notre contexte, va reposer en grande partie sur l'appui aux activités et au développement des personnes qui se trouvent véritablement dans les zones rurales. Donc, et pour cela, donc, il va falloir réellement qu'on ait plusieurs autres sessions comme celle-ci pour permettre d'échanger, voir les difficultés, voir comment trouver des solutions à ces difficultés-là. Donc, merci. Merci Jean-Louis. En tout cas, je pense qu'on va conclure la session sur cette note-là. Et pour ma part, d'abord, je m'excuse en avance à ceux qui n'ont pas pu voir leurs questions posées. L'enregistrement sera disponible pour ceux qui l'ont demandé. Et l'enregistrement et toutes les discussions. Et pour ma part, c'était un plaisir d'animer cette session avec nos panélistes et nous espérons que vous avez pu comprendre davantage sur la problématique des réseaux communautaires et que vous allez porter demain un projet dans votre communauté et que ensemble nous pourrons contribuer à rendre la connexion disponible ou l'accès Internet ou l'accessibilité disponible dans nos communautés. Donc, je voudrais ici remercier l'ensemble des panélistes, dire merci à l'équipe technique qui nous aide dans le silence et pour le succès de cet événement. Remercier Internet Society et APC et tous leurs partenaires. Remercier le comité programme de Community Network qui nous a permis donc d'animer cette session. Voilà, merci pour cette session-là et je vous dis merci pour la prochaine fois et voilà, une autre discussion. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Recording stopped.